Décidant de découvrir le prix du cadeau de son mari, Clémence retourna chez le bijoutier, en surprenant une conversation entre sa belle-mère et la maîtresse près de l'étalage. Le soir approchait et Solène était encore occupée dans la cuisine avec le dîner. Un plat était en train de frire, un autre bouillait, et un troisième refroidissait dans un récipient spécial. Parfois, cuisiner, comme la beauté, demande des sacrifices, et presque toutes les maîtresses de maison seraient d'accord. Aujourd'hui, Solène voulait faire plaisir à son mari avec quelque chose de spécial. Après tout, on dit que le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Elle avait préparé son rôti préféré et une salade de légumes frais. Elle n'avait pas oublié de déposer un plateau de fruits sur la table, et dans le réfrigérateur, une bouteille de vin sec attendait son moment. Tout comme Laurent l'aime. Soudain, la porte de la cuisine s'ouvrit lentement et sa belle-mère, Madeleine, apparut dans l'embrasure de la porte. « Oh, quel dîner romantique tu nous prépares ici, et avec quel argent as-tu arrangé un tel festin, ma chère Solène ?» Solène rougit visiblement, mais répondit tout de même « Oh, allons, Madeleine, je voulais juste préparer quelque chose de savoureux pour Laurent. » La belle-mère hocha la tête, et un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. « Le gâter, c'est gentil bien sûr, mais j'ai l'impression que tu essaies de flatter Laurent. Allez, avoue, tu prévois une nouvelle tenue, peut-être ?» Solène se figea, incrédule. Voilà, encore une fois, l'opinion basse de sa belle-mère sur elle. Rien de plus à dire. Son humeur s'assombrit instantanément et l'envie de continuer à cuisiner s'évanouit. Madeleine Adanson resta un peu plus longtemps, jetant un coup d'œil dans chaque casserole, puis quitta la cuisine avec une attitude hautaine. Solène avait déjà rencontré son négativisme plusieurs fois et savait généralement comment répondre, mais aujourd'hui, la remarque de Madeleine l'avait frappée en plein cœur. Flatter, quel mot désagréable. Si quelqu'un devait apaiser les choses, ce devrait être Laurent, pas elle. Il était encore rentré tard la nuit dernière, prétendant travailler, mais l'odeur du parfum d'une autre femme flottait autour de lui. Solène fronça les lèvres d'indignation. Elle essaya de ne pas y penser, luttant pour étouffer le vide et la douleur grandissant en elle. Laurent était son premier et unique homme. Son amour pour lui semblait aveugle et dévorant. Elle croyait à ses promesses et à ses mots qui sonnaient si beaux et doux, mais qui, en fin de compte, s'avéraient être de simples sons creux. À ce moment, Solène se rappela les paroles de son ami, qui travaillait comme manucure dans un salon de beauté. « Oh, Solène, tu es tellement naïve. Tu travailles dans un hôpital, mais tu n'as jamais vraiment vu la vie. Quand un homme commence à rentrer plus tard que d'habitude, c'est le premier signe qu'il te trompe. » En réponse, Solène se contentait de repousser cette idée, se sentant coupable de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari. Ils avaient essayé maintes et maintes fois, mais en vain. Ni les médecins ni les guérisseurs traditionnels n'avaient pu les aider. Et en tant que chirurgienne, Solène se sentait gênée de consulter ces derniers, considérant cela comme une relique du passé. Jamais elle ne serait allée voir cette guérisseuse, Joséphine, si ce n'était pour l'insistance de sa belle-mère. « Mais enfin, de quoi parles-tu ? Comment pourrais-tu passer à côté d'une telle opportunité ? Elle n'est là que pour quelques jours. On dit que les familles retrouvent le bonheur après ces séances. » Solène, bien sûr, ne croyait pas aux diseuses de bonne aventure, aux guérisseuses ou aux médiums, mais elle était tout de même allée voir Joséphine, qui lui avait finalement donné un conseil plutôt ambigu, accorder plus d'attention à son mari. Solène avait été surprise à l'époque, ne réalisant pas que sa belle-mère avait déjà glissé à Joséphine une certaine somme pour prononcer les phrases nécessaires à ses oreilles. Le crépuscule enveloppait lentement la ville, la couvrant d'un voile scintillant de lumière. Solène s'assit à table, perdue dans ses pensées. Laurent aurait dû être rentré depuis 1 heure. Le dîner avait depuis longtemps refroidi, mais le temps s'écoulait inexorablement, laissant derrière lui un vide oppressant. Solène se leva et s'approcha de la fenêtre, tirant doucement les rideaux légers comme de l'air. À la lueur des lampadaires, elle aperçut une silhouette familière s'approcher de la maison. Comme d'habitude, son mari avait laissé la voiture garée plus loin. Son cœur s'accéléra lorsque Laurent entra dans le salon et laissa tomber sa mallette de travail sur le sol. Elle se précipita pour l'accueillir, mais ses pas se figèrent en remarquant l'expression morose de son mari. « Bonsoir, Laurent » dit-elle doucement. « Bonsoir » répondit-il sans la regarder, et il se dirigea vers la salle de bain, la laissant seule. Bientôt, le bruit de l'eau se fit entendre, et la voix satisfaite de Laurent chantonna une mélodie. Quelques minutes plus tard, il sortit, déjà habillé en tenue décontractée. « Le dîner, comme d'habitude, est dans le frigo ? Ou tu comptais le réchauffer ?» Solène lutta pour retenir ses larmes.
Aucune question sur sa journée, aucun mot chaleureux. Elle se sentait comme une étrangère dans cette maison, qui était devenue le piège de son propre mariage. Sans dire un mot, Laurent commença à dévorer le dîner, comme s'il ne s'agissait pas de Solène qui avait cuisiné toute la soirée, mais d'un plat qu'il avait commandé dans un restaurant. Après le dîner, il s'installa sur le canapé et se plongea dans les informations. Solène l'observait de côté, notant malgré elle son regard absent et un certain relâchement. « Laurent, il faut qu'on parle », murmura-t-elle. Son mari détourna les yeux de l'écran et la regarda avec ironie. « De quoi veux-tu parler ? » ?»« De nous et de notre mariage en général. J'ai l'impression que nous nous éloignons l'un de l'autre. »« Tu rentres tard, et nous ne parlons presque plus, » répondit Solène. Laurent secoua la tête. « Eh bien, je travaille beaucoup, Solène, j'essaie de subvenir aux besoins de notre famille. » Soudain, elle ressentit une pointe de jalousie. L'homme qu'elle avait autrefois aimé de tout son cœur semblait maintenant complètement étranger. Pour être honnête, Solène ne se souvenait même plus de la dernière fois où ils avaient été heureux ensemble. Soudain, Laurent se leva du canapé et s'approcha d'elle. Solène se tendit, craignant un éclat de colère, mais à la place, son mari lui tendit une petite boîte en velours. « Tiens, c'est pour toi. »« Pour moi ?» s'exclama la femme, surprise. Les mains de Solène tremblaient en ouvrant le cadeau. À l'intérieur, se trouvait un bracelet en or orné de diamants. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. De l'entrée, une voix basse, légèrement moqueuse, résonna immédiatement. « Alors, tu l'apprécies, chère belle-fille ? Cela valait la peine d'attendre. » Solène sursauta et se retourna. Dans l'encadrement de la porte se tenait Madeleine, un sourire en coin sur les lèvres. « Laurent, c'est si gentil de ta part, » ronronna-t-elle. « Bien que, tu sais, je pense que tu devrais moins travailler et accorder plus d'attention à toi-même. »« Merci, mon cher, » dit Solène doucement, en mettant délicatement le bracelet à son poignet. Madeleine s'approcha immédiatement pour examiner le bijou. « Oui, c'est une belle pièce. Cela doit valoir une petite fortune. C'est juste dommage que cette pièce orne le poignet d'une simple médecin. » Solène fronça les sourcils. « Que veux-tu dire par là ? » Seulement qu'il est grand temps que tu gravisses les échelons de ta carrière, ma chère, se moqua Madeleine, mais il semble que mon fils ne soit pas du tout intéressé. Solène pâlit. Elle savait que Madeleine aimait la railler, mais l'humilier publiquement devant son mari était un coup bas. Grâce à sa belle-mère, la joie du cadeau s'était évanouie. Même Laurent agissait de manière passive, comme s'il avait donné à contre-cœur le présent à sa femme. Après tout, malgré tout, ce n'était pas un article bon marché. Il suffisait de regarder la valeur des pierres précieuses seules et la qualité de l'ouvrage. Je me demande combien coûte ce bracelet et où Laurent a trouvé l'argent pour l'acheter. Il avait pourtant dit lui-même que les affaires n'allaient pas très bien ces derniers temps. Solène pensait, admirant la manière dont la lumière dansait sur les facettes finement taillées du minuscule diamant. Pendant ce temps, Laurent marmonnait quelque chose d'incohérent comme souhait de bonne nuit avant d'aller se coucher, tandis que Solène restait encore longtemps dans la cuisine, réfléchissant aux méandres du destin et aux cadeaux de son mari. Était-ce une tentative de l'apaiser ou un cadeau d'adieu ? Solène regarda de plus près la boîte en velours et remarqua un fragment d'étiquette de prix collé au fond. À sa grande surprise, le nom de la bijouterie restait intact sur ce morceau de papier. « Mads » murmura Solène doucement, se surprenant à penser qu'elle voulait absolument connaître le prix de cet objet. À vrai dire, elle ne savait même pas pourquoi elle avait envie de le savoir. Elle ressentait juste ce besoin, ne serait-ce que pour savoir combien son mari était prêt à dépenser après 7 ans de mariage. La nuit, alors que Laurent dormait déjà, Solène restait immobile, les yeux fixés dans l'obscurité. À ce moment-là, elle pensait encore au bracelet, au comportement étrange de son mari et à la joie non dissimulée de sa belle-mère. « Pourquoi Laurent m'a-t-il offert un cadeau aussi cher ?» s'interrogeait Solène. « Il n'a jamais été généreux, et d'où vient tout cet argent, tout d'un coup ?» Diverses pensées désagréables et troublantes commencèrent à surgir dans son esprit. S'était-il endetté ? Ou pire encore, Laurent avait-il une autre femme et voulait-il se séparer d'elle à travers ce geste d'adieu ? Non, ce n'est pas possible, murmura Solène pour elle-même, repoussant ses pensées indésirables. Mais le doute, tel une graine de blé, commença à germer dans son âme, la privant de sa tranquillité. Le lendemain matin, après que Laurent soit parti travailler et que Madeleine soit sortie faire des courses, Solène but une tasse de café et se dirigea vers la bijouterie. Elle devait être au travail à 10 heures, alors elle avait un peu de temps devant elle. La bijouterie était située au centre et était un véritable temple pour les amoureux des bijoux.
Les vitrines illuminées et étincelantes brillaient et attiraient par leur beauté. À l'intérieur, il régnait une atmosphère de luxe et d'élégance. Les murs étaient tapissés de marbre clair et le sol était recouvert d'une moquette douce d'un riche bordeaux. Des diamants, des rubis, des émeraudes, des saphirs, des bijoux en argent et en or scintillaient dans les vitrines, comme pour exhiber les pierres précieuses. L'air était empli de parfums coûteux et de musique douce. Derrière le comptoir, entourés d'écrins brillants, se tenaient les conseillers, de jeunes gens en costumes impeccables. « Bonjour, je voudrais connaître le prix de ce bracelet », commença poliment Solène en s'approchant d'un des vendeurs. En arrivant devant la vitrine, elle sortit la boîte en velours avec le bracelet de son sac et la montra. Le consultant plissa les yeux, inspectant soigneusement le bijou. « Un magnifique bracelet », dit-il en souriant légèrement, « en or 750 avec des diamants de la meilleure qualité. C'est une nouveauté de notre collection. » Le vendeur annonça alors le prix. Solène écarquilla les yeux et resta figée, stupéfaite. Combien ? Cette somme lui semblait irréelle. Laurent ne pouvait pas se permettre un tel achat, comme ça, sans puiser dans les fonds de son entreprise. D'où venait cet argent ? À ce moment-là, Solène jeta involontairement un coup d'œil à la vitrine au fond du magasin. À sa grande surprise, elle aperçut Madeleine, sa belle-mère, souriant doucement tout en parlant à une jeune femme que Solène n'avait jamais vue auparavant. De loin, elle ressemblait à de proches amis. Elle riait, faisait des gestes et discutait de quelque chose. « Oui, Laurent est tellement reconnaissant que tu l'aies aidé », entendit Solène la voix de sa belle-mère. Elle s'approcha un peu plus et écouta attentivement. « Le bracelet est magnifique, mais j'aurais préféré des émeraudes », répondit l'étrangère d'une voix douce et mélodieuse. « Eh bien, Béatrice, Laurent a dit qu'il avait du mal à choisir entre des émeraudes et des diamants, mais il sait que tu préfères les pierres étincelantes. En fait, il voulait me faire plaisir avec ce cadeau, mais il a dû l'offrir à cette idiote pour éviter un scandale trop tôt. Tu sais que Laurent est en plein divorce en ce moment. » Solène se figea, son cœur se serra de douleur. Elle comprenait maintenant qui était cette femme, Béatrice, la maîtresse de son mari. Le bracelet lui était destiné, mais il avait été acheté pour Madeleine, dont l'anniversaire était le lendemain. Et cela aurait pu encore passer, si seulement la riche maîtresse de Laurent n'avait pas payé elle-même le bracelet, apparemment dans le but de gagner les faveurs de sa belle-mère pour consolider sa relation avec Laurent. Solène se sentit soudain comme un jouet, une poupée utilisée dans des jeux qui n'étaient pas les siens. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait été trompée et qu'on lui avait donné un amour factice. « Dis à Laurent que je l'attends vendredi soir », continua Béatrice en jetant un regard complice à Madeleine. Solène recula lentement. Ses jambes étaient faibles, sa tête tournait, et elle se sentait brisée et seule. Cela faisait si mal, et la déception était immense. Elle avait donné tout son amour et sa foi à cette relation, et qu'avait-elle reçu en retour ? Des mensonges, de la tromperie, du mépris. Solène sortit lentement de la bijouterie, sentant les larmes couler sur ses joues. Le bracelet resta entre les mains du consultant, qui tenta de l'interpeller, mais elle ne l'entendit pas. Dans son âme, il n'y avait plus qu'un vide, vaste et insondable, et elle se moquait bien de savoir si sa belle-mère l'avait vu ou non. L'illusion qu'elle avait si soigneusement entretenue s'était réduite en poussière. Mais maintenant, elle était réveillée et regardait son mari avec de nouveaux yeux. Solène réalisa qu'elle n'avait jamais été aimée, et que sa relation avec Laurent n'avait été qu'une pièce de théâtre où elle jouait le rôle de la naïve simplette. En sortant de la boutique et en s'arrêtant dans la rue, Solène fixa le monde animé autour d'elle. À cet instant, elle comprit qu'elle devait recommencer sa vie, mais cette fois sans Laurent, sans mensonge et sans douleur. Solène devait trouver la force de construire son propre avenir, un bonheur qui ne serait pas fondé sur des mensonges. Après un moment de réflexion, elle sortit son téléphone, les mains tremblantes, composa le numéro de Laurent. Son mari répondit d'une voix visiblement irritée. « Qu'est-ce qui se passe, Solène ? Je t'ai demandé de ne pas m'appeler pendant mes heures de travail. »« Laurent, je demande le divorce », lâcha-t-elle, incapable de se retenir plus longtemps. Un silence assourdissant suivit. Solène ne pouvait entendre que sa propre respiration, lourde et saccadée. « Quoi ? Tu plaisantes ?» finit par répondre Laurent, incrédule. « Non, je ne plaisante pas. Je ne peux plus continuer ainsi. Nous sommes tous les deux malheureux dans ce mariage, » répondit Solène d'une voix ferme. « Solène, comment peux-tu dire ça ?» plaida son mari. « Nous avons traversé tant de choses ensemble. » « C'est précisément pour cela que notre relation est devenue un mensonge, » dit-elle. « Est-ce vraiment un mensonge ? Ce n'est peut-être qu'une période difficile, et nous pouvons la surmonter ensemble, » répondit Laurent. « Ne me mens pas,
coupa Solène sèchement, et ne te mens pas à toi-même non plus. Je sais que je n'ai pas toujours été le mari parfait, mais je t'aime, et nous pouvons tout arranger. Non, nous ne pouvons pas, soupira Solène. Je ne t'aime plus. Tu ne peux pas partir comme ça, continua Laurent avec désespoir. Nous avons une famille. Une famille, c'est quand les gens sont heureux ensemble, Laurent, et cela fait longtemps que nous ne le sommes plus. Surtout pas avec ta mère dans les parages, répondit Solène, une pointe de tristesse dans la voix de Laurent. Solène, tu dois comprendre, nous avons des obligations. Quelles obligations, demanda-t-elle. Envers qui? Envers mes investisseurs, marmonna Laurent. Elle était stupéfaite et n'arrivait toujours pas à croire que son mari l'avait utilisée comme un pion dans ses jeux d'affaires. Que veux-tu dire, envers les investisseurs? Laurent hésita. Eh bien, tu sais que notre entreprise cherche des partenaires étrangers, et les gens des pays voisins apprécient vraiment les traditions familiales. Ils préfèrent investir dans des entreprises où les dirigeants ont une forte stabilité familiale. Solène éclata de rire. Tu es sérieux? Tu veux que je reste avec toi pour de l'argent? Non, bien sûr que non, répliqua rapidement son mari. Mais je te demande juste. Retardons le divorce jusqu'à ce que je signe le contrat avec les investisseurs. Absolument pas, répondit fermement Solène. Je ne sacrifierai pas mon temps pour ta carrière. J'ai déjà perdu tellement d'années avec toi. Solène, s'il te plaît, réfléchis grec, d'accord? Ce n'est que pour quelques mois, ensuite, nous pourrons divorcer, insista Laurent. Je suis fatigué de tes mensonges. Tu m'as déçu tant de fois, et je ne crois plus un mot de ce que tu dis. Je ne te laisserai plus contrôler ma vie. Solène, mais je t'aime, cria Laurent au téléphone. Tu penses vraiment que je te demande ça sans raison? Je ne pense plus à rien, coupa Solène. Je demande le divorce, et rien ne me fera changer d'avis. Comment est-ce possible? Je n'aurais jamais pensé que tu me quitterais, essaya-t-il de la toucher par la pitié. Eh bien, maintenant tu sais à quel point tu avais tort, répliqua Solène en raccrochant. Les larmes coulaient sur ses joues, et son cœur était brisé par la douleur, mais elle savait que c'était la seule manière de commencer une nouvelle vie. Solène entra dans le service comme un fantôme, pâle et très bouleversée. Où serait-elle sans ses patients? Par habitude, elle enfila sa blouse blanche, son badge avec son nom et, ajustant légèrement ses cheveux, elle se dirigea vers le poste des infirmières. « Bonjour, Solène », dit Sharon avec un sourire fatigué. « Nous avons un patient très intéressant aujourd'hui. »« Que veux-tu dire ?» fronça-t-elle les sourcils, sentant un étrange frisson l'envahir. « Un vagabond » murmura l'infirmière. On l'a trouvé dans la rue, presque mort. La blessure est horrible. Il semble que le chef de service ait des doutes. En disant cela, elle jeta un coup d'œil prudent autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un puisse les entendre. Les brancardiers chuchotent que le type est déjà condamné et devrait être envoyé à la morgue. Solène frissonna mentalement, imaginant la scène désagréable d'un jeune corps mutilé où une étincelle de vie, à peine visible, vacillait encore, si facilement éteinte. Elle avait vu de tels cas auparavant, et chaque fois, cela la faisait souffrir. Un médecin est un combattant par nature, et Solène avait toujours lutté pour chaque vie, quel qu'en soit le prix. À ce moment-là, un brancard avec un patient fut sorti de la zone de réception. Un jeune homme y était étendu, le visage pâle, et seules ses lèvres bleuies ressortaient nettement contre la blancheur de sa peau. Ses vêtements étaient déchirés et sales. Solène s'approcha et examina de plus près. Il ne semblait pas avoir plus de 30 ans. Son pouls était à peine perceptible. Solène se pencha vers le jeune homme, pressant sa paume contre son cou. Sa tension artérielle est extrêmement basse, dit-elle en regardant l'infirmière qui tenait le tensiomètre. Et maintenant, où l'envoyons-nous? Grogna le médecin de garde. À la morgue, je suppose, murmura M. Forest, que pouvons-nous faire de plus ici? Solène resta là, comme enchantée, le cœur serré. Elle savait que dans des cas comme celui-ci, quand il n'y avait plus d'espoir, le personnel médical perdait souvent sa vigilance et abandonnait. Mais pas elle. Attendez, s'exclama soudainement Solène en se tournant vers les brancardiers qui emmenaient déjà le patient hors du service. Ramenez-le. Que se passe-t-il, docteur Solène? Demanda surpris le médecin de garde. Je vais m'occuper de lui, dit-elle. Je vais l'opérer. Il a encore une chance d'être sauvé. Tu plaisantes? Ce type est déjà en train d'agoniser, il lui reste peut-être 5 minutes à vivre. Il saigne en interne, ses organes sont endommagés, c'est du suicide. Cela ne vaut même pas la peine d'essayer, s'exclama Forest, les yeux écarquillés. Je te demande juste de m'aider.
donnons-lui au moins une chance. Je vais l'opérer, et nous avons besoin de sang compatible. Et qui sera responsable si quelque chose tourne mal, déclara Forrest. Solène, tu pourrais perdre ta licence, et vraiment, pourquoi ruiner ta carrière pour un pauvre malheureux? Je suis prête à prendre ce risque. Je suis médecin, et j'assume l'entière responsabilité, dit fermement Solène. Une étincelle s'alluma dans ses yeux. Tout bouillonnait en elle, comme dans une bouilloire surchauffée. À ce moment-là, sur fond de son drame personnel, sa fierté professionnelle bouillait de force intérieure et de compassion. Elle se moquait de sa fatigue, de sa déception ou de son cœur brisé. Tout ce qu'elle voulait en cet instant, c'était sauver ce pauvre garçon désespéré que tout le monde avait abandonné. Très bien, céda Forrest. Mais si quelque chose tourne mal, je t'ai prévenu. Tout le risque repose maintenant sur toi. Merci. Je ne te décevrai pas, répondit Solène. Et nous? Demanda l'un des brancardiers avec mécontentement. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Forrest se gratta la tête. Ramenez-le à l'intérieur et informez d'urgence l'unité de soins intensifs pour qu'il prépare un lit. Appelez aussi un anesthésiste. Il imaginait déjà la fureur que le directeur de l'hôpital créerait en apprenant que Solène allait opérer un quasi-cadavre sans son autorisation. Elle enfila rapidement une blouse stérile et des gants. Ses gestes étaient rapides et sûrs. Préparez les outils pour une thoracotomie, commanda-t-elle. Et préparez du sang, de tout type, au cas où. Solène, l'anesthésiste leva les yeux, tu es sûr qu'il pourra supporter l'anesthésie? Je ne suis pas sûr, Britney, mais il faut essayer, répondit Solène, regardant le jeune homme inerte. Son corps est faible, mais il a encore une chance. Vérifions ces tests fonctionnels sur la respiration externe et la fonction contractile du myocarde, suggéra Britney. Faisons un ECG. Allons-y, répondit Solène en se mettant au travail. Dans la salle d'opération, un silence tendu régnait, interrompu seulement par le bruit des instruments médicaux et la respiration rapide de Solène. Myriam, Solène s'adressa à l'infirmière de bloc. Prépare la table, ainsi que les instruments pour une laparotomie. Il nous faut un diagnostic rapide. Comment est son pouls? Faible, arythmie. Sa tension chute, répondit l'infirmière avec anxiété. Prépare le sang, type O négatif, juste au cas où. Solène, tu es vraiment sûre? Demanda à nouveau Myriam, la regardant avec inquiétude. Oui, je suis sûre. Il a une chance, et nous allons la saisir, répliqua-t-elle en enfilant rapidement des gants stériles et en prenant le scalpel. Incision médiane, ordonna-t-elle. Myriam lui passa le rétracteur. L'opération dura plusieurs heures. Solène travaillait comme une machine. Ses mains étaient stables, ses gestes fluides et précis. Elle voyait tout, les déchirures des tissus, les dommages, les hémorragies. Myriam, passe-moi les sutures en soie. Nous devons suturer ce vaisseau. Et une autre seringue d'adrénaline, son pouls chute. Solène était essoufflée, mais elle continuait à opérer. Elle savait que chaque geste qu'elle faisait pouvait soit sauver la vie de cet inconnu inerte, soit lui causer des dommages irréparables. Enfin, le dernier point de suture. La pince. Solène se redressa, sentant une faiblesse incroyable dans tout son corps, mais elle vit le cœur du jeune homme commencer à battre rythmiquement. La couleur de son visage devenait plus uniforme. Après l'opération, elle se sentit épuisée, comme un citron pressé, mais en même temps, elle quitta la salle d'opération avec un profond sentiment de satisfaction. Son cœur, brisé par son drame personnel, trouva du réconfort en sauvant la vie d'un vagabond abandonné par tous. Il ne fallut pas une demi-heure avant que le directeur de l'hôpital ne la convoque. Le cœur de Solène se serra. Elle se doutait déjà de ce qui l'attendait, une violation du protocole, un mépris des instructions et une arrogance. Solène, commença Donald Aldrid, assis à son grand bureau dans son bureau. Penses-tu avoir le droit de prendre des décisions à la place du chef de service? J'ai agi dans l'intérêt du patient, répondit calmement Solène, bien qu'elle sentît sa main trembler. Dans l'intérêt du patient? Le directeur ricana. Tu as pris sur toi d'effectuer une opération sans l'autorisation appropriée. Tu as mis sa vie en danger et la réputation de tes collègues également. Il était à l'article de la mort, répliqua-t-elle, et je n'avais pas le temps d'attendre l'autorisation. Tu as enfreint toutes les règles possibles. Donald frappa du poing sur la table. Tu es une jeune médecin, et tu devrais connaître ta place. Oui, je suis médecin, répondit Solène, et mon travail est de sauver des vies. Et s'il était mort sur la table d'opération? Comprends-tu seulement ce que tu risques?
Le directeur se pencha en avant. Je comprends, mais je ne regrette pas ma décision, répliqua Solène. Tu ne la regrettes pas? Le directeur se leva et commença à faire les 100 pas dans le bureau. Tu es une personne irresponsable et indisciplinée. J'essaie juste d'être un bon médecin et j'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver ce patient. J'assumerai l'entière responsabilité de mes actes. Es-tu sûr? Tu sais que tu risques de perdre ton autorisation d'exercer? S'exclama Donald, plus fort que nécessaire. Je suis désolé, mais je ne pouvais pas faire autrement. Une honte pour notre clinique, dit le directeur. Je regrette déjà de t'avoir engagé, crois-moi. Toute cette histoire avec le vagabond va nous retomber dessus. Solène resta silencieuse, bien consciente que ses actions pouvaient avoir de graves conséquences. Eh bien, je comprends ta position, finit par dire le directeur. Mais je ne peux pas te pardonner d'avoir enfreint la discipline. Tu reçois un avertissement officiel, et si quelque chose de ce genre se reproduit, je serai obligé de prendre des mesures plus sérieuses. Solène quitta silencieusement le bureau, se sentant fatiguée et quelque peu déçue. Elle avait été réprimandée et critiquée. Solène sentait ses forces l'abandonner, mais elle ne voulait pas retourner chez son mari et sa belle-mère. Ce qui était autrefois son nid douillet lui semblait désormais étranger et sans vie. Solène prit son téléphone dans son sac et appela son amie Jacqueline. « Je peux venir chez toi? Je n'ai nulle part où aller. »« Bien sûr, ma chérie, » répondit son amie. « Tu es la bienvenue, à tout moment. » Solène arriva chez Jacqueline tard dans la soirée. Son amie la salua à la porte avec une étreinte, et elles entrèrent en silence dans le salon. « Que s'est-il passé, ma belle ?» demanda Jacqueline en versant 2 tasses de café. Solène lui raconta tout, l'opération compliquée, le divorce, le directeur furieux de l'hôpital et son propre sentiment de désespoir. « Wow, Solène, toute la ville en parle !» s'exclama son ami en lui tendant une assiette avec 2 sandwichs chauds. « Tu peux le croire? Des voyous ont tenté d'enlever la fille d'un homme d'affaires étranger. La petite est toute jeune, vraiment toute petite. Ils l'ont attaquée alors qu'elle était dans le parc avec sa nounou. Ils ont attaché la gouvernante et l'ont traînée dans les buissons. La petite fille a commencé à crier à l'aide, et un vagabond les a affrontés. » Jacqueline fit une pause, regardant son ami avec intensité, attendant sa réaction. « Que quoi ?» Solène leva lentement les yeux vers son ami, et quelque chose fit tilt dans son esprit. « Oui, tout le monde dit que c'est un vrai héros. Il a été gravement blessé, mais il a sauvé la petite fille. Ils l'ont trouvé inconscient à côté d'elle. La petite essayait d'arrêter le saignement en pressant une feuille d'érable sur sa plaie. Pauvre petite, que pouvait-elle faire de plus? Le cœur de Solène s'arrêta un instant. C'est probablement lui que j'ai sauvé. Cette pensée effaçait lentement mais sûrement tous ses doutes. Jacqueline, tu es sûre que c'était un vagabond? Oui, tous les journaux en parlent. Ils disent qu'il était en haillons sales, les cheveux en bataille et le visage couvert de saleté. Et où a-t-il été blessé? Demanda Solène, sentant son visage s'empourprer. Dans l'abdomen, je crois, Jacqueline plissa un œil. Ils ont écrit quelque chose à propos d'une blessure par arme blanche. Un passant l'a aidé ensuite. Selon les journalistes, il est dans un état critique à l'hôpital, mais les médecins disent qu'il s'en sortira. Il s'appelle Alfred. Il n'a pas eu le temps de donner son nom de famille. Donc, j'ai sauvé un héros? Murmura Solène en se couvrant le visage de ses mains. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacqueline comprit la véritable raison de ses larmes. D'accord, ma chère, il est temps de dormir. Prends une douche et repose-toi. Demain est un nouveau jour. On verra bien ce qui se passera. J'ai déjà préparé le lit pour toi. Mon mari est en déplacement pour affaires, alors tu peux rester ici une semaine si tu veux. Solène hocha la tête en signe d'accord et se dirigea vers la salle de bain. Pourtant, elle savait qu'elle ne parviendrait pas à bien dormir cette nuit-là. Pendant la moitié de la nuit, elle rejoint les événements dans son esprit, les émotions se mélangeant en un grand nœud. L'amertume de son divorce imminent avec Laurent, la fierté de ses actions et un sentiment indescriptible qu'elle n'arrivait pas à définir, une inquiétude, une affection, une tendresse pour cet homme sans abri qu'elle connaissait à peine. Solène se retourna sans cesse dans son lit, les draps s'enroulant en nœuds, reflétant le chaos de ses pensées. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux de dentelle, projetant des ombres inquiétantes sur les murs, mais elle ne pouvait chasser le tumulte qui envahissait l'âme de Solène. Dans son esprit, comme un disque rayé, la même scène du passé se rejouait sans cesse, un souvenir du jour où sa vie avait changé à jamais après avoir rencontré Laurent.
Son cœur s'emballa à la simple pensée de lui, de ses bras forts et de ses yeux incroyablement beaux qui la regardaient avec tant de tendresse et d'admiration. Solène sentit soudainement sa présence, l'amour qui s'était estompé, et même son parfum, masculin et subtilement rafraîchissant. « Comment tout a-t-il commencé pour nous » murmura-t-elle, plongeant dans les profondeurs de ses souvenirs. La vie universitaire était en pleine effervescence. Les rires et les conversations se mêlaient dans un cœur joyeux. Le soleil, généreux et doux, baignait une petite clairière cosy de lumière éclatante. C'était le pique-nique tant attendu que le groupe de Solène planifiait depuis des semaines. Des plaisanteries, de la musique, le tout se mélangeant en un cocktail excitant. Solène, dans sa robe légère, se sentait incroyablement légère et libre. Ses longs cheveux châtains dansaient au vent, et les rayons du soleil illuminaient son visage joyeux, le rendant encore plus délicat et beau. Elle était au centre des événements, toujours prête à aider, soutenir et partager son optimisme. « Caroline, pourquoi as-tu l'air si triste » demanda Solène à sa camarade en s'asseyant à côté d'elle. « Tu souriais toute la journée, et maintenant tu es toute pensive, comme une chouette. »« Non, je me suis juste un peu laissé distraire » répondit Caroline en essayant de cacher sa légère anxiété. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Solène lui serra la main. « C'est une si belle journée, regarde, le soleil de printemps, toi et moi, et nos amis. » « Oui, tu as peut-être raison, » sourit Caroline, bien qu'aucune d'entre elles ne pouvait imaginer comment cette journée allait se dérouler. Soudain, un gémissement plaintif et aigu émanant des buissons tout proches interrompit le silence. Tout le monde se tourna vers le bruit. Un petit chiot britannique tout maigre, les yeux terrifiés, surgit de derrière les buissons. « Oh, comme il est mignon !» s'exclama l'une des filles. « Prenons-le avec nous » proposa une autre étudiante. « Il doit être perdu » dit Solène pensivement. Laurent, un jeune homme grand et beau, avec une épaisse chevelure brune et des yeux malicieux, toujours un peu réservé mais doté d'une âme incroyablement gentille, fut le premier à prendre l'initiative. « Je vais vérifier, peut-être que les propriétaires se montreront, » dit-il, et sans attendre de réponse, il s'aventura plus profondément dans la forêt. Solène l'observait, remarquant comment ses yeux pétillaient lorsqu'il souriait. « Laurent, fais attention » l'appelait-elle, le regardant se frayer un chemin à travers les branches. Cet endroit est inconnu, et la falaise est plus proche qu'il n'y paraît. « Oh, allez, tu es inquiète » rit Elton, l'ami de Laurent, sortant une guitare de son sac. « Ce n'est pas un gamin, il peut se débrouiller tout seul. » Solène savait qu'elle s'inquiétait inutilement. Elle allait devenir médecin, pas mère. Pourtant, pour une raison inconnue, son cœur s'accéléra. À ce moment-là, un cri perçant, terrifié, brisa le silence. Tout le monde se leva d'un bond. « Laurent !» cria Solène, le cœur serré par la peur. Bientôt, elle le vit au bord de la falaise. Le visage de Laurent était déformé par la douleur alors qu'il essayait de saisir une branche, mais celle-ci ne pouvait pas supporter son poids et se cassa. En bas, entre les racines, des tiges rouillées brillaient, et rien qu'à les voir, tout le monde en eut des frissons dans le dos. Sans réfléchir, Solène se précipita vers lui. « Laurent, tiens bon !» cria-t-elle, agrippant une racine d'arbre pour descendre. Solène, je ne peux pas, haleta le jeune homme, sa respiration était laborieuse. Tout ira bien, murmura Solène, redoublant d'efforts pour descendre encore plus bas. Finalement, elle parvint à l'atteindre et saisit sa main. Aidez-moi, s'il vous plaît, cria-t-elle à ses amis. Comme sortant d'un rêve, Elton se précipita pour l'aider, et ensemble, ils déployèrent des efforts surhumains pour remonter Laurent. Le jeune homme s'allongea sur le dos, aussi pâle que de la craie, sa respiration accompagnée de sifflements, et la peur se lisait dans ses yeux. Solène se pencha sur lui. « Laurent, ça va ? » « En vie, je suppose, » répondit-il en souriant. Dans ses yeux, Solène vit une telle reconnaissance sincère que son cœur se remplit de joie. « C'est bien, » murmura-t-elle, se rassurant. « Maintenant repose-toi, on va te chercher de l'eau. » Solène observait ses amis s'affairer autour de Laurent, et ses pensées étaient entièrement tournées vers lui. Elle ressentait quelque chose pour ce jeune économiste qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas simplement de la compassion, mais quelque chose de plus profond, de plus chaleureux et de plus troublant. « Merci, Solène, » dit Laurent lorsqu'ils lui apportèrent de l'eau. « Il semble que tu m'aies sauvé la vie. »« Pas la peine d'en parler. L'essentiel, c'est que tu ailles bien, » répondit-elle, les joues rougissant. Le chiot qui avait causé tout cela s'enfuit soudain dans la forêt. « Eh bien, le voilà parti, » dit Laurent, reprenant un peu de sa contenance. « Il va sûrement se perdre. »
Allons, il y a un village à proximité, il va sentir les maisons et revenir, répondit Solène en se penchant. Peut-être, admit Laurent en souriant à nouveau. Il y avait tant de chaleur et de bonheur dans son sourire que Solène se sentit soudain à bout de souffle, réalisant qu'elle était peut-être tombée amoureuse. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, à parler et à rire, et Solène découvrit Laurent sous un tout autre jour. Il n'était pas seulement un étudiant en dernière année et un invité dans leur groupe médical, il était intelligent, sensible et incroyablement attirant. Leur relation grandit rapidement en quelque chose de plus, des sentiments tendres, de l'amour. Solène et Laurent se fréquentaient principalement en secret, à cause de la mère de Laurent. Sous la lueur de la lune, ils murmuraient des mots doux et trouvaient des surnoms affectueux. « Solène, je t'aime », lui dit un jour Laurent en lui tenant la main. « Tu es la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. »« Et je t'aime aussi », répondit-elle en se blottissant contre lui. Malheureusement, tout cela s'est avéré n'être qu'une illusion qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps et a abouti à l'infidélité avec une femme riche. Solène chassa les souvenirs qui la hantaient et finit par s'endormir. Le lendemain matin, les rayons lumineux du soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre de Jacqueline la réveillèrent. Elle se réveilla avec le sentiment que sa vie allait changer aujourd'hui. Malgré la lourdeur de la veille, une lueur d'espoir scintillait dans son cœur. Après un petit déjeuner rapide avec son amie, elle décida de rendre visite à son patient à l'hôpital. Elle fut accueillie à bras ouverts. Les médecins et les infirmières qui, la veille, avaient jugé Solène imprudente, la regardaient désormais avec respect, certains même avec vénération. Elle avait sauvé la vie d'un homme qui était soudainement devenu un héros. Dr Solène Barrington, prononçait-il avec respect. Dans les yeux de la jeune médecin, brillait une confiance qui résultait non seulement de son professionnalisme, mais aussi de la fierté de son acte accompli. « Solène, tu es une vraie magicienne », dit Chloé Ballement, la chef infirmière, lorsque la docteure entra dans la chambre d'Alfred. « Oh, n'exagère pas. J'ai juste fait mon travail », répondit Solène en essayant de cacher l'excitation qui l'envahissait. La pièce était silencieuse, et seul le bruit du goutte-à-goutte du perfuseur rappelait la tragédie récente. Alfred, les yeux fermés, le visage entouré de bandages blancs, était pâle, mais désormais, il n'exprimait plus l'impuissance d'hier. « Le patient commence à se réveiller lentement », dit Chloé en observant la réaction du médecin. « Il a ouvert les yeux hier. »« Est-ce que quelqu'un a contacté sa famille ?» demanda Solène, essayant de ne pas révéler son anxiété. « Non, il ne veut pas répondre aux questions, ne veut voir personne », soupira tristement l'infirmière en chef. « Pourquoi ?» Solène ne put s'empêcher de demander. « Il n'a pas de famille ?»« Qui sait ?» Chloé haussa les épaules. « Il est juste apparu dans le parc comme un ange gardien, et c'est tout. » Solène s'approcha du lit où le patient reposait. Elle étudia attentivement son visage. Il y avait quelque chose de familier dans les traits de ce vagabond. « Alfred » l'appela-t-elle doucement, comme si elle avait peur de le réveiller brusquement. « Qui est là ?» murmura l'homme en ouvrant les yeux. Il y avait quelque chose de mystérieux dans son regard, quelque chose d'incompréhensible. « C'est moi, Solène » dit-elle en souriant. « Je vous ai opéré hier. »« Solène » répéta-t-il, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose d'important. « Oui, vous êtes un véritable héros. »« Un héros » souffla Alfred. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste. Ils allaient blesser la petite. Elle s'appelle Eva, et j'avais pitié de la nounou, une vieille dame. Qu'avait-elle fait de mal ?»« Eva » répéta Solène, essayant de graver ce nom dans sa mémoire. « Vous la connaissez ou ses parents ?» demanda Alfred en grimaçant de douleur. « Non » répondit Solène, sentant ses joues s'empourprer. « J'en ai juste entendu parler. Toute la ville en parle. Je suis juste heureuse d'avoir pu aider. »« Merci » dit Alfred, et dans sa voix, il y avait une chaleur indescriptible. « Je vous suis reconnaissant. Vous imaginez, j'ai fait un rêve merveilleux aujourd'hui. Je me voyais allongé parmi les morts à la morgue, et puis une femme en blouse blanche est venue et m'a ramené parmi les vivants. » Solène sourit, comme si elle essayait de dissimuler ses sentiments, demanda. « C'est un rêve intéressant. Comment vous sentez-vous ?»« Mieux, grâce à vous, » répondit-il. À ce moment-là, Solène sentit qu'un lien invisible s'était formé entre eux, un lien qui défiait toute logique. « Pas besoin d'en parler, rétablissez-vous bien, » dit-elle, pleinement consciente que sa vie avait changé à jamais à partir de cet instant. Solène se tint près de la fenêtre, l'observant, tout en contemplant son propre reflet dans le verre. Soudain, le silence de la pièce fut brisé par le bruit sec de la porte qui s'ouvrait.
Solène se retourna rapidement et vit un homme sur le seuil qui semblait dégager une confiance naturelle. Grand, sévère, avec une allure impeccable, il portait un costume élégant qui accentuait sa silhouette parfaite. Solène se tendit visiblement. « Qui était-ce ? » « Vous devez être Solène Barrington, dit l'inconnu. »« Oui, c'est moi, » répondit-elle, encore surprise par son apparition soudaine. « Et vous êtes ?» Gordon Charles, se présenta-t-il avec un léger sourire. « Le père d'Eva. » Alfred, dont les yeux étaient fixés sur la docteure, se tendit soudain visiblement. « Eva » murmura-t-il. Gordon Charles s'approcha du lit et tendit la main à Alfred. « Oui, c'est ça. Vous avez sauvé ma fille hier, je vous en suis infiniment reconnaissant, » dit Gordon Charles en serrant la main d'Alfred, quelque peu surpris. « balbutia le vagabond en cherchant ses mots. « Je ne voulais juste pas qu'elle soit blessée. »« Je sais, et je tiens à vous remercier pour cela. Pour ne pas avoir eu peur, pour avoir sauvé ma fille. » Solène, toujours déconcertée, observait silencieusement les deux hommes. Elle ne comprenait pas bien ce qui se passait. « Je n'aurais jamais pensé que... » bredouilla Alfred à nouveau. « Que n'aurais-tu jamais pensé ?» demanda Gordon en le regardant intensément. « Que vous viendriez, » répondit Alfred en rougissant. « J'avais promis à Eva de remercier son sauveur, et j'ai l'intention de tenir ma promesse. »« Vous avez fait preuve d'un vrai courage, » dit Gordon, son regard devenant plus chaleureux. Alfred semblait à court de mots. « Vous me surestimez. »« Non, je ne le crois pas. Vous êtes un vrai héros. Quand vous serez rétabli et en pleine forme, j'aimerais vous proposer un emploi, un bon poste avec un salaire décent et la chance de repartir à zéro. »« Un emploi ?» Alfred regarda Solène comme s'il cherchait son soutien. Gordon acquiesça affirmativement. « Bien sûr. Vous êtes un homme courageux, et je suis sûr que vous pouvez relever n'importe quel défi. » Finalement, Solène décida d'intervenir dans la conversation. « Monsieur Charles, » dit-elle en s'approchant, « je pense qu'Alfred n'est pas encore prêt pour de tels changements. Il a besoin de temps pour se rétablir. Je comprends, mais je veux qu'il sache qu'il peut compter sur mon aide. Il n'y a pas d'urgence pour une réponse. » Gordon sourit. « D'accord, j'y réfléchirai, » acquiesça Alfred. « Bien, » répondit Gordon. « Je vais vous laisser un peu de repos. » Il se tourna vers Solène et lui tendit à nouveau la main. « Merci beaucoup, Solène Barrington. Je ne sais comment exprimer ma gratitude pour avoir sauvé notre héros. » Solène, souriante mais un peu timide, serra la main offerte et répondit en rougissant. « Ce n'est que mon travail, comme n'importe quel autre. C'est important pour tout le monde, individuellement. Mais vous le faites avec chaleur et attention, » observa Gordon en la regardant avec admiration, avant d'ajouter doucement, « Vous savez, votre nom de famille me dit quelque chose. Est-ce que par hasard, votre mari serait Laurent Barrington, l'homme d'affaires dans lequel je prévois d'investir ?» Solène rougit jusqu'aux racines de ses cheveux. « Oui, vous avez raison, c'est mon mari, enfin, mon ex-mari en fait. J'ai demandé le divorce à cause de son infidélité. » L'homme d'affaires haussa les sourcils de surprise. « Oh vraiment ? Je pensais qu'il était un modèle de stabilité familiale. Il m'a dit que sa femme était chirurgienne, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était vous. Eh bien, je vais garder cela en tête lors de nos discussions sur le contrat, bien que cela soit probablement compromis. Je n'apprécie pas les traîtres. » En disant cela, Gordon tendit à Solène une carte de visite gravée de son nom, de son numéro de téléphone et du nom d'une grande entreprise. « Je veux vous exprimer ma gratitude. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai comme je le pourrai. » Solène remercia l'homme d'affaires et rangea la carte dans sa poche. Un silence gêné s'installa, après quoi Gordon, hochant la tête une dernière fois à Alfred, sourit à Solène et quitta la pièce. La docteure se tourna vers son patient. Alfred regardait le plafond, encore sous l'impression de la visite de l'influent homme d'affaires. « Je ne sais même pas quoi faire, » avoua le vagabond en soupirant tristement. « Ne te précipite pas, » dit Solène en s'asseyant sur une chaise à côté du lit. « Tu viens de traverser un traumatisme sérieux. Tu as besoin de temps pour te rétablir. »« J'ai peur de ne pas avoir la force de recommencer à zéro, » confessa Alfred. « Bien sûr que tu l'as, » répondit Solène avec assurance. « Je crois en toi. Mais d'abord, un traitement et une rééducation. » Le silence régna dans la pièce, seulement interrompu par le son du perfuseur. Solène regardait Alfred, et un espoir commença à fleurir dans son cœur. Elle espérait que ce jeune patient trouverait son bonheur et son chemin dans la vie. Soudain, le téléphone de Solène sonna. Sur l'écran,
une demande d'appel vidéo apparut avec le nom de sa belle-mère. Le cœur de Solène se serra, sachant très bien qui d'autre apparaîtrait dans le cadre à côté de sa belle-mère. Elle inclina la tête en arrière et prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser la vague d'émotion. « Allô » dit-elle calmement, bien qu'elle bouillonne intérieurement d'indignation. Le visage de Laurent apparut à l'écran, tordu de colère. Madeleine était assise à côté de lui. « Solène, tu sais très bien ce qui se passe. Tu n'as pas le droit de demander le divorce, commença son mari. J'ai pris ma décision. Je veux divorcer, répondit Solène, essayant de garder son calme. Tu ne vas pas divorcer de moi, aboya Laurent. Tu es obligé de rester avec moi, tu comprends? Le divorce est une honte pour notre famille. Solène eut un sourire en coin. Une honte? Quelle honte, Laurent? La honte, c'est ce que tu fais, tes infidélités constantes, ton mépris pour moi. Assez, l'interrompit son mari. Ne me manque pas de respect. Tu devrais être reconnaissante que je t'ai toujours soutenue. Tu ne survivrais pas une journée sans moi, et je ferai tout pour te garder. Je vais dire à tout le monde que tu es lié à ce vagabond. Tu pensais que je ne le saurais pas? Solène soupira tristement. Tu n'as rien à dire. Je suis médecin et je sauve des vies. Alfred est l'un de mes patients, et je me fiche de tes menaces. Tu vas le regretter, hurla Laurent. Madeleine, qui avait regardé la scène en silence jusqu'alors, intervint enfin avec colère. Solène, tu dois comprendre que tes actions ont des conséquences. Tu es en train de détruire notre famille. Tu mets au défi tout ce que nous avons construit pendant des années. Ce n'est pas moi qui détruis la famille, c'est Laurent qui l'a fait il y a longtemps. Je veux juste être libre de tout ça. Madeleine regarda sa belle-fille avec mépris. Égoïste. Tu ne penses qu'à toi. As-tu oublié qui tu es et d'où tu viens? Non, je n'ai pas oublié. Je suis chirurgienne, et une bonne en plus. Et j'ai droit à mon propre bonheur, répondit fièrement Solène. Eh bien, nous verrons. Tout deviendra clair très bientôt. À bientôt au tribunal, ricana Laurent en coupant la communication. Solène poussa un soupir de soulagement et quitta rapidement la pièce, laissant Alfred seul avec ses pensées. Un mois passa sans que personne ne s'en aperçoive, pendant lequel Alfred se rétablit de ses blessures et se rapprocha de la femme qui l'avait sauvé. Pendant ce temps, les procédures de divorce entre Solène et Laurent se déroulaient dans une atmosphère tendue. La salle d'audience était remplie de curieux, et des murmures circulaient dans les rangs, distrayant tout le monde de l'essence même du procès. Solène sentait de nombreux regards fixés sur elle, comme si elle se retrouvait sur la scène d'un théâtre provincial. Elle était assise, les mains crispées sur ses genoux, essayant de ne pas regarder Laurent. Son mari était assis à côté de son avocat, les sourcils froncés, visiblement mécontent. L'affaire de la demande de divorce de Laurent Barrington contre Solène Barrington est maintenant ouverte, annonça le juge. Est-ce que l'une des parties a des déclarations à faire? Votre honneur, commença l'avocat de Laurent, un homme dans la cinquantaine, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire méprisant, nous insistons pour préserver le mariage. Notre cliente a demandé le divorce dans un état de détresse émotionnelle et ne comprend pas la gravité de ses actes. Solène Barrington, s'adressa le juge, quelle est votre position? Elle se leva, doucement, commença. Votre honneur, j'insiste pour divorcer. Ce mariage est brisé. Nous ne pouvons plus vivre ensemble. Quelle est la raison de la discorde dans votre famille? Demanda le juge. Mon mari est un désespéré et un infidèle. Il me manque de respect, me rabaisse et contrôle chacun de mes mouvements. Laurent Barrington, confirmez-vous ce que votre épouse a dit? Se tourna le juge vers lui. Partiellement, répondit l'homme d'affaires. Mon épouse a tendance à avoir des accès émotionnels et est responsable de nos problèmes. Votre honneur, intervint l'avocat de Laurent, nous avons des preuves irréfutables de l'infidélité de Solène. En disant cela, l'avocat sortit plusieurs photographies de son dossier. Sur ces photos, Solène était capturée en train de rire et de tenir la main d'Alfred sur un banc dans le parc. Cet homme, l'avocat pointa la photo, Alfred Chandler, un vagabond, un mendiant, est l'amant de l'épouse de mon client. Un murmure d'indignation balaya la salle d'audience, des chuchotements et des éclats de voix envahirent l'espace. Solène sentit tout le sang quitter son visage. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait subir une telle humiliation publique. « Alfred est mon patient », murmura-t-elle. « J'ai sauvé sa vie. » « Et vous passez beaucoup de temps avec lui, n'est-ce pas » railla l'avocat, d'un ton prédateur. « Il semble charmant et apparemment a depuis longtemps remis en question votre fidélité conjugale. » « Votre honneur, ceci est une calomnie outrageante. »
protesta Solène. Ne nous laissons pas entraîner sur le terrain personnel, intervint le juge. Nous sommes ici pour examiner le dossier de divorce. Votre honneur, nous demandons au tribunal de prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire. Solène Barrington se comporte de manière immorale, trahissant son mari. Sur la base des preuves présentées, nous estimons qu'elle n'a aucun droit à une quelconque division des biens, ajouta l'avocat. Et qu'y a-t-il d'immoral là-dedans? Solène ne put s'empêcher de répliquer. Est-il immoral que je cherche à me libérer d'un mari infidèle? C'est vous qui m'avez trompé, mentit Laurent sans sourciller. Silence dans la salle, cria le juge en frappant avec son marteau. Nous allons écouter les témoignages des témoins. Solène regarda avec espoir la porte et vit Gordon Charles entrer dans la salle d'audience. Les visages de Laurent et de sa mère s'assombrirent visiblement, car les ressources de l'homme d'affaires étaient véritablement illimitées. Qu'avait-il découvert? Lorsque Gordon commença à parler, la salle se plongea dans un silence quasi magique. Il parla de nombreuses choses, n'oubliant pas de mentionner comment Solène avait effectué une opération compliquée sur Alfred, sauvant ainsi sa jeune fille Eva. Mais ce qui toucha le juge et tous les présents fut autre chose. Apparemment, il y a 6 mois, Laurent Barrington avait acquis une maîtresse nommée Béatrice, une femme charmante en tout point, sauf pour un détail, qui éclipsa toutes ses qualités. Béatrice s'avéra être une voleuse professionnelle, spécialisée dans le vol d'objets en or dans des bijouteries. Se faisant passer pour une femme d'affaires influente, elle choisissait les bijoux les plus chers et les photographiait secrètement sous tous les angles avec son smartphone. Ensuite, elle montrait le croquis à un bijoutier privé qui créait une réplique qu'elle échangeait plus tard lors d'un essayage. Tout se passait bien jusqu'au moment où Solène rendit le bracelet, qui s'avéra également être un faux. Béatrice avait donné le bijou contrefait à Madeleine, la mère de Laurent, dans le but d'établir une relation de confiance. Laurent avait ensuite offert ce bracelet à sa femme, Solène, qui le retourna à la bijouterie, où l'on découvrit rapidement l'arnaque. Le tout avait été découvert par un détective privé engagé par Gordon Charles pour enquêter sur son futur partenaire commercial, dans lequel il prévoyait d'investir une somme considérable. Laurent baissa les yeux. Pour lui, c'était un effondrement total. Aucun avocat, aussi compétent soit-il, ne pourrait le sortir du trou dans lequel il s'était enfoncé par sa propre stupidité. Mais Solène quitta le tribunal la tête haute, en tant que gagnante, car dehors l'attendait Alfred, qui avait accepté l'offre de Gordon et décidé de commencer une nouvelle vie. Pas seul, bien sûr, mais avec Solène, à qui il avait fait sa demande en mariage la veille du procès, devant témoins.